Bonjour à tous. Nous sommes face à un monde compliqué, un monde de ce qu'on pourrait appeler de polycrise. Et donc la transition écologique, la transition énergétique doit aussi s'interroger par rapport à l'ensemble de ces questions. Alors pour cela, nous avons demandé à leur point de vue à un philosophe engagé depuis longtemps sur ces questions, et puis également aussi à une économiste altermondialiste, pour nous aider à réfléchir sur ces problématiques-là. Et donc nous avons invité Geneviève Azam. Geneviève Azam est économiste, elle est ancienne maître de conférences à l'Université de Toulouse, elle est membre depuis longtemps du conseil scientifique d'Attac, et puis elle est écrivain et a publié plusieurs livres, l'un sur les limites en 2010, et puis très récemment un livre qui s'appelle Lettre à la Terre, une lettre qu'elle a écrite à la Terre, une lettre assez personnelle, et puis la Terre lui répond. Et puis nous avons également aussi invité Patrick Vivray. Patrick est philosophe, économiste, ancien conseiller à la Cour des comptes, cofondateur des rencontres internationales qui sont les dialogues en humanité, et il a écrit également plusieurs ouvrages autour de la question des richesses, autour également de la fraternité, et l'un de ses livres, c'est Fraternité, j'écris son nom, et écrit il y a quelques années. Alors, on pense que nous sommes parvenus en réalité actuellement, on le voit aujourd'hui, à un système dans lequel on doit faire face à de nombreuses crises. Une crise évidemment énergétique et écologique, une crise sociale, une crise de partage des richesses, une crise sur la biodiversité, et puis depuis quelques mois maintenant, une crise sanitaire. Et donc on est sur un ensemble de ce qu'on pourrait appeler de polycrises, et on a à faire face, nous les humains, à l'ensemble de ces difficultés. Alors je voudrais voir avec Patrick Vivray et avec Geneviève Azam quelles sont leurs réponses par rapport à ça, et notamment sur cette question des crises et des polycrises dont on a à faire face. Et dans un premier temps, je voudrais demander à Geneviève Azam quelle est sa réponse, quel est son point de vue par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Bonjour Geneviève. Bonjour. Est-ce que c'est bon là? Parce oui, que moi, oui, je ne oui, me vois bon. pas du tout. C'est bon. D'accord. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, rapidement, je vais tenter de répondre à la question de Thierry. Effectivement, nous sommes dans des polycrises, mais ce terme est peut-être insuffisant aujourd'hui, puisqu'il pourrait laisser penser que ce sont des crises juxtaposées. Ce sont des crises qui sont totalement enchevêtrées les unes avec les autres. Nous le voyons bien avec la crise sanitaire présente. Mais ce que nous enseigne peut-être aussi les situations présentes que nous vivons, c'est que la situation dans laquelle nous sommes relève plus de catastrophes que d'une véritable crise. Ces crises s'inscrivent dans un temps long pour beaucoup, la crise écologique, la crise sociale, etc. Et elle pourrait laisser penser, si nous restons dans le registre de la crise, que très vite nous pourrions avoir le monde d'après avec un retour à la normale, c'est-à-dire au monde d'avant. C'est ça la définition de la crise. Donc, ce que nous enseigne la situation présente, c'est que le futur, l'avenir, est très largement imprévisible. Alors cela, c'est une expérience douloureuse, terrible pour nous les humains, dans la mesure où nous avions été habitués à penser dans le cadre d'un avenir très très largement prévisible. Non seulement il y a une imprévisibilité, mais il y a aussi irréversibilité. Et ça, ce n'est pas dans le registre de la crise. Il y a irréversibilité pour certains phénomènes. Je pense au réchauffement climatique. Je pense aussi au saccage des ressources matérielles, donc en particulier les ressources énergétiques. Et donc, vis-à-vis de cela, ce que je pense la période nous apprend, c'est l'importance de la résilience.
Alors, ce terme est très largement galvaudé aujourd'hui. Il a été, je peux dire, utilisé pour prôner finalement une sorte d'adaptation, c'est même le thème néolibéral par excellence, d'adaptation à des chocs. Quand nous parlons de résilience au niveau des territoires, il s'agit de reconstruire des territoires capables de résister à des chocs et en même temps de se réorganiser. Et de se réorganiser avec un certain nombre d'outils autour de sa cohésion, c'est-à-dire de la solidarité, de la coopération et de son rapport au milieu. Et donc, d'où toute l'importance de cette question locale et de la question des territoires. On voit bien aujourd'hui, et ça c'est une leçon aussi, à quel point l'autonomie qui n'est pas synonyme de fermeture des territoires, que la construction de l'autonomie d'un territoire, de la complexité d'un territoire, est la seule voie, sans doute, pour pouvoir répondre véritablement à cette question qui a été soulevée, malheureusement peut-être pas assez, sur la notion de biens essentiels. Quels sont nos besoins essentiels? De la même façon, ces polycrises ou ces catastrophes enchevêtrées nous mettent face aussi, peut-être aujourd'hui, à l'expérience de la complexité, des interdépendances, des interconnexions, de la nécessité d'une vision systémique. Et là, ce que je voudrais dire, c'est qu'avoir une vision systémique, ce n'est pas du tout opposer le local et le global. Les systèmes locaux sont des systèmes complexes. Nous le voyons dans les interdépendances sociales, écologiques, politiques, etc. Les systèmes locaux sont des systèmes complexes et la vision systémique s'applique aussi au territoire, hein, aux systèmes locaux, aux biorégions, etc. Et ceci nous indique aussi qu'il n'y a pas une solution qui, enfin, nous permettrait d'accéder au monde d'après, et encore moins une solution qui serait purement technique. Là aussi, hein, cette expérience de la complexité nous montre, hein, la nécessité d'investir des champs différents de la situation pour pouvoir trouver des manières agir politiquement, éthiquement sur cette situation et techniquement aussi. Dernier point que je voudrais vraiment souligner, c'est que nous faisons l'expérience de la dépendance, nous faisons l'expérience de la vulnérabilité. Ceci est sans doute consubstantiel à l'expérience humaine. Nous l'avions oublié parce que nous pensions justement avoir des systèmes techniques suffisamment robustes, des systèmes scientifiques et techniques suffisamment robustes pour justement dépasser cette vulnérabilité qui, je crois, est consubstantielle. Nos milieux écologiques, nos milieux sociaux, nos propres vies sont marqués par la dépendance, par la vulnérabilité. Et précisément aujourd'hui, c'est peut-être cette expérience de la dépendance qui peut être pour nous une véritable force pour imaginer, justement, pour être capable de mettre en œuvre et d'imaginer à la fois des systèmes techniques et des systèmes sociaux qui soient capables pour nous, d'une reprise d'autonomie pour répondre à la question essentielle de nos besoins, Et je terminerai en disant que concernant cette terminologie même de la transition, sans doute elle a souvent été conçue comme finalement, en tout cas la transition énergétique, comme l'ajout aussi de nouvelles sources d'énergie qui s'ajouteraient aux précédentes, qui seraient plus propres, mais qui s'ajouteraient finalement aux précédentes. Donc, il est sans doute trop tard pour penser la transition énergétique sur le modèle du développement durable qui a été finalement une poursuite en le verdissant du modèle du développement dominant. Aujourd'hui, tous les scientifiques nous disent que des seuils sont franchis par rapport à l'équilibre du système Terre. Nous devons absolument les écouter. Et précisément peut-être la période que nous vivons, et ça c'est une note d'espoir vraiment, la période que nous vivons est une période propice, étant donné toutes ces expériences qui nous sont données aujourd'hui, que nous devons affronter, et ce n'est pas terminé. C'est une période qui est propice justement pour une réouverture, hein, des possibilités pour peut-être arriver à penser ce que nous n'osions pas penser dans la période précédente. Et j'aime beaucoup aussi l'utilisation
la terminologie, disons, qu'utilisent beaucoup d'acteurs allemands pour désigner ce que nous appelons la transition écologique, c'est la démocratie énergétique, démocratie écologique. Et ceci a le mérite de mettre en relation à la fois des systèmes techniques dont nous avons besoin, les plus localisés, les plus décentralisés possibles. On voit à quel point les systèmes centralisés, les systèmes ultra sophistiqués sont vulnérables aujourd'hui, et donc repenser ces systèmes à l'échelle du territoire, de sa complexité et d'une véritable démocratie. Merci, merci Geneviève. Patrick vivrait un complément par rapport à un point d'accord et également que penser aussi de cette démocratie énergétique. Un point aussi qui est tout à fait important, c'est est-ce que la transition va suffire ou est-ce qu'il nous faut des changements qui soient beaucoup plus radicaux à tout niveau? Alors, je crois effectivement que nous sommes rentrés dans une période où les changements seront supérieurs qualitativement et quantitativement à ce qu'on a appelé transition. Transition, ça relevait encore d'une situation où on imaginait pouvoir éviter un certain nombre de grands bouleversements et on voit bien que ça n'est déjà plus le cas. La question, c'est vraiment, pour repartir de la note d'espoir qu'évoque la fin de mon intervention, c'est de savoir comment le vivre ensemble. Donc le cœur de la démocratie s'organise de façon à avoir des collectifs humains, et c'est vrai depuis le niveau local jusqu'au niveau planétaire, qui vivent pleinement leur humanité. La grande affaire, Albert Camus l'avait déjà dit dans son discours de Stockholm, c'est la capacité de l'humanité, alors même qu'elle est confrontée à des tragédies. À son époque, il y avait deux grandes tragédies, la tragédie d'Hiroshima et la tragédie d'Auschwitz, de construire une humanité digne, c'est-à-dire une humanité qui est capable justement de vivre debout et pleinement son humanité. Et ça renvoie aussi à un élément, puisque Geneviève a repris un certain nombre de mots tels que bien commun. Il y a un volet qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est aussi le volet du langage. Par exemple, le terme crise, il veut dire à la fois danger et opportunité, le double idéogramme chinois. Et à ce moment-là, c'est pas du tout la même chose d'imaginer la crise comme un moment conjoncturel qui permet de revenir au monde d'avant. Et là, je suis complètement d'accord avec Geneviève que le terme n'est pas du tout adapté. Il n'y aura plus de retour au monde d'avant. Par contre, si on prend le mot crisis dans son sens de lien entre des dangers et des opportunités, on est bien sur le cœur de la question présente. Comment transformer en opportunité les bouleversements, les métamorphoses dans lesquelles nous sommes rentrés. C'est la même chose pour le terme de résilience. Moi, j'entends le terme de résilience dans son sens fort de capacité de retour à des forces de vie, même après des situations de catastrophe. Et l'un des points clés, j'ai beaucoup travaillé quand je faisais le rapport demandé par le gouvernement sur les nouvelles approches de la richesse, à la fois sur les indicateurs et sur la monnaie, sur le fait qu'il est essentiel de revenir au sens premier des mots. Par exemple, le fait que économie, en grec, oikosnomos, donc la gestion de nos petites maisons, eh bien, du point de vue sémantique, on comprend bien que l'économie devrait être un sous-ensemble de l'écologie, de l'oikologos, c'est-à-dire la grande maison planétaire, et qu'il est complètement aberrant d'avoir l'économie de l'écologie. Pour les mêmes raisons, il est important de redonner au mot valeur son sens premier. Ça veut dire la force de vie dans toutes les langues latines. Bénéfice, ça ne veut pas dire bénéficiaire à l'origine, ça veut dire bénéfique, source de bienfaits. Et derrière ce bouleversement sémantique qui met en cause ce qu'on peut appeler la novlangue de l'économie dominante, il y a des bouleversements très concrets, y compris à l'échelle territoriale. Parce que c'est pas du tout la même chose de raisonner, par exemple,
en termes de produit intérieur brut qui rassemble des activités qui peuvent être aussi bien bénéfiques que nuisibles. Par exemple, en matière énergétique, tout ce qui est du côté de la production, de la distribution, de la transformation d'énergie fossile, elle va être comptabilisée positivement dans le produit intérieur brut. Et pour les mêmes raisons, l'économie de l'armement, l'économie de la drogue, et tout positivement, ou de revenir au sens premier des mots et de dire opérons un discernement, et là le rôle de la démocratie est fondamental, démocratie énergétique, mais démocratie plus généralement sur la délibération et le discernement autour de la qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible. Et à ce moment-là, on se met dans une situation, et c'est mon dernier mot qui reprend aussi un retour premier des mots, nous sortons de l'état de sidération, c'est-à-dire cet état d'angoisse et d'impuissance dans lequel nous sommes confrontés devant des bouleversements aussi considérables. Et comment sortons de l'état de sidération? Par le désir. À l'origine, le mot désir en latin, désidérer, c'est sortir de cet état de sidération, c'est-à-dire de cet état minéral qui nous immobilise pour nous replacer dans l'énergie de vie, c'est-à-dire dans la création de valeur au sens de force de vie. Eh bien, la grande question, à mon avis, des années à venir, c'est en quoi l'humanité a-t-elle elle-même un désir d'humanité? On parle beaucoup des biens communs. Est-ce que l'humanité se considère elle-même un bien commun? Et c'est cette affaire-là, évidemment, ce bien commun de l'humanité ne peut se penser positivement qu'en acceptant, et je suis d'accord avec Geneviève aussi sur ce point, que l'humanité, elle est en lien avec le vivant. Elle ne peut pas s'extraire du vivant, donc en même temps qu'elle doit repenser son désir d'humanité, son projet d'humanité, elle doit aussi repenser son rapport au vivant. Geneviève Azam, vous avez parlé tout à l'heure d'agir plus localement. Revenons sur ce grand slogan, penser global, agir local. Il est toujours d'actualité, de plus en plus. Et est-ce que, quelque part, la solution n'est pas d'être encore au plus près des territoires et donc des gens? Oui, cette idée de penser local, agir global, ou bien agir global, bon bref. Donc je pense que cela relève encore d'une pensée qui est trop dualisée entre le local et le global. Je crois qu'il n'y a plus, il y a du global dans le local, évidemment, et donc il y a plusieurs échelles, je crois, pour agir. Mais ce qui me paraît important pour nous réarmer, je dirais, par rapport à la situation que nous vivons, c'est que la première étape, sans doute, c'est d'agir par rapport au milieu que nous avons à habiter, à reconstruire, à restaurer. Donc l'échelle locale, bien sûr, est une condition sine qua non de toute transition. C'est bien souvent à négliger ce qui est à notre portée. Et ça, peut-être là, nous avons besoin de retrouver ce désir dont parlait Patrick, de ce désir, pas seulement d'humanité, mais ce désir de vie, je crois, pour réinvestir, retrouver ces liens, ces connexions avec les mondes que nous habitons. Et donc ça se fait à une échelle qui peut être locale, qui peut être régionale. Ceci, bien sûr, n'exclut absolument pas la nécessité d'articulation avec d'autres échelles, hein, il est bien évident que on doit reconstruire aussi une coopération entre les territoires, voire une coopération entre les différents États à un niveau européen ou à un niveau mondial. Donc il n'y a aucune échelle prioritaire, mais j'insiste particulièrement sur l'échelle locale ou territoriale, parce que bien souvent, parce que nous sommes aussi animés comment dire, de volonté de puissance parfois, on a tendance à négliger le local, à considérer que finalement, face aux enjeux énormes, qu'il s'agit de sauver l'humanité, sauver le vivant, etc., l'échelle locale ne pourrait pas répondre. Et donc là, je pense que c'est véritablement
comment dire, une erreur, mais qui est très très ancrée, de considérer que face à des problèmes extrêmement complexes, on a besoin absolument d'outils globaux, d'outils. Non, il y a aussi des outils extrêmement simples, qui sont des outils qui sont à notre portée et dont nous devons nous emparer de manière absolument urgente. Donc moi, je n'oppose pas les échelles entre le local et le global. Merci. Est-ce que, Patrick Vivray, la réponse locale est suffisante? Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire en sorte que derrière, du côté du personnel, de l'intime, mais aussi du côté mondial, il y ait aussi une réponse qui soit coordonnée et quelle est l'articulation qu'il y a derrière tout ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je me souviens d'un débat passionnant au Forum social mondial de Porto Alegre. Geneviève participe aussi régulièrement aux forums sociaux mondiaux et qui avait proposé ce qu'on avait appelé l'axe TPTS. TPTS voulant dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être pensées de façon complémentaire. Parce que justement, nous sommes dans des situations où les systèmes dominants finissent par créer de la logique morbide. Et face à ce thanatos-là, j'aime bien dire, comme Edgar Morin, que la mobilisation des forces de vie, donc la mobilisation de l'éros, des logiques de vie, et dans les logiques de vie, évidemment, les logiques amoureuses au sens le plus large terme jouent un rôle déterminant, elles sont aussi valables au niveau de l'intime qu'au niveau planétaire, et par conséquent, elles sont valables dans tous les territoires dans lesquels nous sommes. C'est vrai aussi de ce territoire émotionnel par excellence, qui est celui du langage. Geneviève évoquait par exemple la question de la puissance. Eh bien, quand la puissance prend la forme du pouvoir comme puissance et comme volonté de domination, eh bien, on a l'équivalent de ce qui se passe avec l'énergie nucléaire, c'est-à-dire que ça produit régulièrement des accidents très graves et des déchets radioactifs. Si nous entendons au contraire le mot puissance au sens de puissance créatrice, si nous entendons le verbe pouvoir au sens originel du terme, c'est-à-dire c'est un verbe qui s'écrit en minuscule et qui n'accente avec des compléments, à ce moment-là, le pouvoir devient un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Et à ce moment-là, nous sommes dans la puissance créatrice. C'est tout le changement de démocratie même. Parce que nous avons besoin d'une forme démocratique qui rompe avec les logiques de simple démocratie de rivalité réduite à la compétition électorale, parce que ce système-là, et c'est vrai à l'échelle locale comme à l'échelle des nations ou des continents, il est incapable de traiter les grands défis de la période. Et ce que nous venons de voir avec la situation américaine montre l'épuisement de ce système qui est fondé sur le droit à acquérir un pouvoir de domination. Si nous raisonnons en termes de puissance créatrice, là, nous serons dans la démocratie énergétique, nous serons dans la démocratie de délibération, de participation, de grande qualité, parce que nous aurons besoin de réunir cette intelligence collective. Et effectivement, pour reprendre la question de Thierry, c'est d'autant plus avant de réaliser cette opération que les acteurs qui eux-mêmes proposeront ce projet sont eux-mêmes dans la puissance créatrice, donc dans la vivre, buen vivre, dans le bien vivre, et non pas dans le goût de la domination ou de la prédation du vivant. Geneviève Azam, est-ce que derrière l'ensemble de ces questions, on retrouve aussi des interpellations nécessairement personnelles? On les a évidemment beaucoup derrière votre dernier ouvrage. Est-ce qu'il faut nous s'interroger chacun sur notre responsabilité, notamment par rapport à la nature? Là non plus, de la même façon que je ne peux pas diviser le local et le global, je ne peux pas diviser
ce qui est de l'ordre effectivement du personnel, de l'engagement personnel, pour moi, c'est d'un véritable engagement et du collectif. Bon, il y a comment dire, il y a des liens, c'est-à-dire que là aussi, beaucoup d'engagements personnels ont été, je dirais, méprisés, retardés par le fait que ça ne servait pas à grand-chose, que c'est tout le système qu'il faut changer, etc., etc., ce qui, évidemment, nous ôte toute responsabilité personnelle. Donc, bien sûr qu'il y a une nécessité d'engagement personnel, ne serait-ce que pour maintenir une vigilance, de se maintenir aussi vivant, de se maintenir aussi capable de résister à un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une opération de comment dire, aussi de rester en vie et donc rester droit. Mais je crois qu'aujourd'hui, se développe aussi des, se développe énormément, je ne sais pas, j'entends des bruits, se développe énormément des stratégies purement individuelles, de développement personnel, des choses comme cela. À mon sens, ce qui est requis aujourd'hui, c'est que cette capacité que nous avons chacun à, euh, à entretenir l'énergie pour pouvoir, là c'est question d'énergie, l'énergie pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces alternatives dont nous avons besoin, c'est de relier ce qui est de l'ordre de l'individu, ce qui est de l'ordre du collectif, et de ne surtout pas le séparer. Mais j'insiste quand même sur le fait qu'il y a aussi des démarches individuelles qui nous permettent d'affronter plus, de manière plus, avec plus de puissance, pour reprendre l'expression de Patrick, les situations que nous avons à vivre. Et je pense qu'il ne faut absolument pas les opposer. Mais je voudrais dire quand même que le dernier livre que j'ai écrit, ce n'est pas du tout une lettre personnelle, c'est moi qui l'écris, mais c'est aussi une adresse, comment dire, qui est une adresse collective par rapport à ce qui nous est donné à vivre, aux grands bouleversements qui nous sont donnés à vivre aujourd'hui. Donc, je pense qu'on doit, doit véritablement s'extraire de cette pensée mortifère qui est sans cesse en train opposer le local au global, le local au national, le national à l'international, qui est en train d'opposer l'individuel et le collectif. Non, nous avons besoin de toutes ces énergies-là, de toutes ces échelles-là aujourd'hui. Ce qui est requis aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'agir sur un domaine. On n'a pas employé le terme, mais nous sommes devant des questions qui sont de l'ordre de la civilisation, d'une civilisation qui aujourd'hui est à bout de souffle. Donc évidemment que nous avons besoin aujourd'hui d'une véritable mobilisation à toutes les échelles possibles, des énergies pour arriver à faire face aux situations dans lesquelles nous sommes. Il ne s'agit pas quand même d'une mince affaire. Aujourd'hui, ce à quoi nous faisons face, c'est à la possibilité d'une extinction de la vie humaine et autre qu'humaine sur cette terre. C'est quand même quelque chose c'est une question inédite pour l'humanité, qui ne s'était pas posée au titre pour l'humanité. En tout cas, qui ne s'était pas posée de la même manière. Bien sûr, il y a eu Hiroshima. Bien sûr, nous savons depuis longtemps que nous avons accumulé la puissance puissance technique pour détruire ce que nous avons construit. Mais là, nous sommes et qu'il suffirait de décisions humaines pour pouvoir détruire. Et aujourd'hui, c'est autre chose auquel nous faisons face. C'est que ce ne sont plus les décisions humaines. Aucun humain aujourd'hui ne peut arrêter le réchauffement climatique. Aucun humain aujourd'hui n'est capable de reproduire les sources d'énergie que nous avons détruites très largement. Aucun humain n'est capable de restaurer la biodiversité qui a été détruite. C'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, évidemment, ce sont des questions nouvelles. Nous avons besoin de libérer nos imaginaires, de libérer ces imaginaires pour pouvoir nous engager là où nous sommes d'abord et à toutes les échelles. Est-ce que, Patrick Vivray, est-ce que, au-delà donc de l'engagement personnel ou de l'engagement même territorial, est-ce qu'il ne faut pas maintenant développer ce qu'on pourrait appeler des politiques publiques de résilience ou d'un autre terme, mais en tout cas quelque chose qui nous permettrait finalement de penser la catastrophe, comme le dit Jean-Pierre Dupuy, avant et pour éviter qu'elle arrive. Est-ce qu'il ne faut pas demain une sorte de ministère de la résilience, peut-être, si on reprend ce terme-là?
Si on entend la résilience au sens de capacité d'une collectivité confrontée à des bouleversements, voire à des catastrophes, de retrouver des forces de vie, à ce moment-là, oui, nous avons besoin de politiques publiques, de forces de vie, de création de valeur. J'ai eu l'occasion, outre une mission sur les nouveaux facteurs de richesse, de faire aussi une mission sur l'évaluation des politiques publiques, et je m'étais battu à l'époque pour entendre le terme d'évaluation au sens fort, de délibération sur ce qui fait valeur, et valeur au sens de force de vie. Et ça, nous en avons absolument besoin. Plus la situation est sombre et plus nous avons besoin de cette mobilisation des forces de vie à tous les niveaux que nous avons évoqués. Je participe à un archipel citoyen qui s'appelle Osons les jours heureux, hein, qui reprend le beau titre du Conseil national de la République. C'est la question des jours heureux, c'est la question du bien vivre, du buen vivre. On la voit dans tous les domaines et elle structure du même coup des politiques publiques parce que ce sont des assemblées pratiques qui ont la légitimité, par exemple, pour établir qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible, c'est-à-dire en redonnant leur sens premier à des mots comme bénéfice et perte, et à partir de ça, de déterminer les moyens pour l'avenir. Par exemple, le mot de crédit lui-même, il faut lui redonner le sens premier, c'est une confiance, une foi dans la vie et dans la vie future. Eh bien, par rapport à cette situation, le fait de repenser une économie des territoires et rapport avec la vraie création de valeur comme force de vie, avec les vraies activités bénéfiques, eh bien c'est au cœur de ce qu'on a entendu dans les différents reportages précédents, c'est-à-dire ça suppose une capacité d'intelligence collective, de délibération qui est de haute qualité démocratique. Geneviève Azam, par rapport à cette question des politiques publiques, on a un petit peu l'impression qu'aujourd'hui, on court après. On court après l'écologie, on court après la pandémie, etc., et à l'ensemble des crises. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, il ne faudrait pas finalement accorder beaucoup plus de richesse, qu'elle soit matérielle et humaine, à cette question de la prévention, de prévenir pour éviter justement la catastrophe? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que si, en parlant d'un ministère de la résilience ou je ne sais pas de la métamorphose, disons, ça devrait habiter absolument tous les ministères. Hein, ce n'est pas un ministère, ce devrait être tous les ministères, en particulier celui de l'économie et celui du budget. Donc, et pour ce qui est de la santé, par exemple, aujourd'hui, nous voyons bien, bon, je ne vais pas revenir sur les différentes hypothèses hein, concernant hypothèses et certitudes d'ailleurs aussi, concernant ce qui nous arrive par rapport à la pandémie. Mais c'est bien tout un système de santé qui est à repenser et qui n'est pas, qui est à repenser, outre les causes hein, de la pandémie, c'est aussi ce système de santé qui, aujourd'hui, on le voit bien, est incapable de répondre à une situation qui nous est donnée et qui risque comment dire, de se perpétuer, voire il y aura d'autres scénarios, sans doute d'autres moments. En particulier, tout ce qui est du domaine de la prévention, effectivement, mais c'est pas simplement des politiques publiques de prévention qui seraient centralisées, c'est comment dans chaque territoire, je parlais tout à l'heure de l'autonomie des milieux, hein, de restaurer des milieux, comment dans chaque territoire il pourrait y avoir hein, des structures de santé, mais santé liées à l'alimentation, liées à l'environnement, liées au travail, hein, véritablement des structures délocalisées qui permettent de faire de l'information, qui permettent de faire de l'éducation, de la prévention, du soin aussi, le soin. Et j'en profite là pour vraiment souligner le fait que s'il y avait ces ministères aujourd'hui, en tout cas, il serait déjà absolument nécessaire de définir aujourd'hui quels sont nos besoins essentiels. Le débat a commencé à propos de l'ouverture des commerces, etc., etc. Nous avons vu à quel point les métiers qui sont liés aux soins des personnes, aux soins de la société,
aux soins de la terre sont des métiers qui sont absolument essentiels par rapport à ces périodes-là. Donc comment aujourd'hui nous devons, et dans ces métiers-là, je le souligne aussi, il y a énormément de femmes dont les activités ont été souvent dévalorisées dans la mesure où le travail des femmes n'a pas été considéré comme un travail essentiel, mais toujours comme activité secondaire, mais souvent comme activité secondaire, le plus souvent. Et donc là, et bien entendu, ça se pose par rapport à l'énergie aussi, par rapport aux choix que nous faisons. Quels sont aujourd'hui les besoins que nous considérons comme essentiels, les travaux que nous considérons comme essentiels. Et donc, dans ce qu'on pourrait appeler la métamorphose, c'est aussi ce type de questions que nous avons à poser, le soin des humains, des sociétés et le soin de la terre. Et donc, le soin de toutes les sources. L'énergie est un bien premier, l'énergie est un droit, le droit d'accès à l'énergie. Et donc ceci, bien entendu, doit être l'objet aussi de tous nos soins. En fait, ces réflexions permettent aussi, nous, au niveau, on est aux assises de l'énergie ici, de réfléchir un petit peu sur ce qui relève finalement de la sécurisation énergétique, c'est-à-dire aussi de quelle énergie demain on a besoin par rapport à ces problèmes notamment de crise et de catastrophes. Et il y a derrière la transition énergétique ou tout autre mot, évidemment le fait de pouvoir être de façon plus résiliente vis-à-vis de l'avenir. Patrick Vivray, hein, on arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce qu'un dernier mot peut-être ou un complément par rapport à ce qu'on a indiqué? Est-ce que par exemple le problème de la démocratie, de l'urgence à agir aussi va nous permettre de mieux réfléchir, peut-être de mettre un peu en action cette imagination face à l'événement dont on a sans doute besoin? Oui, plus nous sommes confrontés à des défis redoutables, et plus nous avons besoin d'intelligence collective et de démocratie. On en a aujourd'hui un contre-exemple avec la pandémie sanitaire, avec le rôle absolument néfaste d'un dictateur obscurantiste, en tout cas d'un apprenti dictateur obscurantiste au Brésil. Et on voit ce que ça donne. Nous ne pouvons réagir à toutes les questions actuelles, y compris à la pandémie sanitaire, qu'en ayant justement une capacité que les sociétés renforcent elles-mêmes leur propre système immunitaire. Et leur système immunitaire, c'est justement leur puissance créatrice, leur capacité à créer de la valeur comme force de vie. Et ça passe par la démocratie, mais pas une démocratie réduite à une pure compétition électorale et à une bataille pour dominer autrui, mais démocratie comme démocratie continue, comme le dirait Dominique Rousseau, c'est-à-dire une capacité collective de vivre ensemble qui se met au service de l'imagination créatrice. Et là, nous sommes au cœur de ce désir de vie, au cœur de ce buen vivir, de ce bien vivre en acte, qui se joue d'abord dans nos propres territoires, dans nos propres villes, dans nos propres campagnes, mais aussi dans l'intime de nos vies et cette cité planétaire que de toute façon l'humanité a de plus en plus besoin de construire. Moi, je crois que la question de la République terrienne devient une question éminemment politique et éminemment actuelle, et qu'il nous faut mobiliser aussi l'énergie créatrice dans cette perspective. Je poserai un peu la même question à Geneviève Azam. Est-ce que finalement, ces crises actuelles, cette pandémie qu'on est en train de vivre, qui est quand même un événement mondial extraordinaire, est-ce qu'il ne va pas nous inciter à réfléchir et à essayer de renforcer, comme vient de le dire Patrick Vivray, notre immunité à la fois individuelle et collective, y compris au travers du système énergétique. Autrement dit, est-ce que la sobriété, l'efficacité, les énergies renouvelables ne renforcent pas, ne sont pas des éléments de renforcement de notre immunité collective par rapport à l'ensemble de ces catastrophes?
Alors, je suis certaine que la sobriété fait partie des capacités d'immunité. Je crois que c'est justement la démesure qui aujourd'hui nous expose au chaos dans lesquels nous sommes. Alors, je voudrais ressouligner quand même les dangers qui sont là. Hein, les dangers qui sont là, les dangers de démesure, mais les dangers qui consistent à penser que face aux défis que nous avons devant nous, la démocratie, finalement, elle est un handicap, elle est un frein, et que nous aurions besoin finalement d'une sorte de dictature éclairée, hein, qui permettrait de contrôler des populations ignares, hein, qui ne sont pas conscientes de ce qui se passe. Et ça, c'est aussi une possibilité qui peut émerger des situations de pandémie dans lesquelles nous sommes, de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi on est sans doute à la croisée des chemins. Voilà pourquoi des lieux comme celui-ci sont si importants, parce que c'est vrai qu'à partir de cette réflexion sur l'énergie, ou ça peut être sur la santé ou autre, on peut reposer des questions. Alors, non seulement démocratique, mais de comment des individus peuvent se saisir à nouveau de leur destin sans le confier, sans avoir à le confier à des élites qui supposées compétentes et qui bien souvent, comme l'a souligné Patrick, ne le sont pas, et à nous prémunir par rapport à des systèmes proprement de contrôle et des systèmes totalitaires. On voit aujourd'hui aussi comment dans nos sociétés, les systèmes de contrôle centraux sont en train de se développer. Et donc, l'immunité dont parlait Patrick, pour moi, je la vois vraiment là, partout, là où nous sommes à un niveau local, d'une véritable résistance à cette perte de maîtrise sur notre destin en tant qu'humain. Donc voilà, il y a quand même aujourd'hui les deux aspects qui sont liés dans cette pandémie. Et donc surtout, et les situations de panique, les situations de peur, les situations de panique sont propices à cela. C'est pour cela d'ailleurs aussi que j'ai insisté sur le fait qu'il n'y avait pas, face à ces situations-là, une seule solution. La façon dont aujourd'hui le vaccin nécessaire est présenté comme étant la solution, si ce vaccin ne fonctionne pas, si on peut imaginer les situations de panique qui sont au bout. Donc là aussi, à tout moment, complexifions notre pensée, hein, complexifions notre manière d'agir. Et ceci, nous avons à le faire à un niveau. Le complexe, c'est pas le global, c'est pas l'inaccessible. Je suis pour une république terrestre, mais il faut la construire d'abord près de chez nous, cette république terrestre, et il y a beaucoup à faire. Merci, on arrive au terme de cette émission. Un petit mot, l'un ou l'autre, complémentaire, il nous reste encore 1 ou 2 minutes, je crois. Patrick ou Geneviève? Moi, j'aime bien Oui. rendre une expression d'Alexander Lowen qui disait « Traverser la ville le cœur fermé, c'est comme faire en mer au week-end ». Je crois que aussi dans l'ordre de l'ultime, dans l'ordre de perspective pour l'humanité, la grande affaire, c'est ça. C'est de sortir de la cale, c'est de monter sur le côté, accepter y compris le risque de la vie dans toutes ses conséquences. Mais ce placement, cette perspective, nous avons le cœur ouvert. C'est une cité aussi dans notre rapport au vivant que dans notre rapport à l'humanité, de considérer que ce bref moment qu'ont le privilège de l'histoire de l'univers, et bien que c'est une aventure absolument passionnante et que même dans des périodes tragiques, c'est un privilège que d'avoir la possibilité de vivre le voyage conscient qui nous est de traverser. Merci à tous les deux. Merci Geneviève, merci Patrick de l'ensemble de ces éclairages. Je voudrais renvoyer à vos livres pour aller plus loin et puis à cette complexité chère également à Edgar Morin. Patrick Vivray, vous avez écrit quelques livres aussi avec lui. Et donc, pour ce qui concerne Geneviève, ce dernier livre, Lettre à la Terre, et la Terre répond. Et puis pour Patrick Vivray, Fraternité, j'écris ton nom, et d'autres livres, je crois, en préparation. Cette période très extraordinaire est tout à fait propice à
à notre imaginaire et à libérer justement nos imaginaires et nos réflexions. Merci à tous et merci à vous deux.